Bonjour, aujourd'hui nous recevons Serge Martin, ici à ma gauche, et ici à ma droite, Frédéric Bord. Voilà, donc c'est le grand débat de la mouette d'entre-deux tours. Hein. Donc tous deux enfants du PS. Oui, bien sûr. Vous, Serge Martin, donc vous avez rejoint Emmanuel Macron. En tout cas, je me suis prononcé en faveur du président de la République. Et c'est pour ça, a priori, que vous m'invitez. Voilà. Je l'ai rendu public dimanche soir. Oui. Et vous, Frédéric Bord, donc Marine Le Pen. Oui, parce que mon divorce avec le PS commence à dater maintenant. Ça fait longtemps que je suis en rupture. Donc oui, vous avez été en rupture en 2010, c'est ça? Et oui, avec Fraîche. Avec Fraîche, voilà. Donc ex-directeur de cabinet de Georges Fraîche, vigneron, tête de liste héros aux élections régionales Occitanie, élu RN, responsable héros RN. Oui, c'est ça. Admiration déçue pour Philippe Sorel. Orphelin, plus de famille politique. Le RN vous a tendu les bras et il vous a accueilli. J'ai pas pu résister. Il n'a pas résisté à Mamie Chaton. Non, j'ai pas pu résister à l'appel du peuple. Serge Martin, 51 ans, cadre sup, chambre de commerce. Le métier. Ah, j'y tiens. Chambre des métiers, excusez-moi. Le métier de l'artisanat. J'y tiens vraiment. Chambre des métiers. Adhérent depuis 90 au PS. Oui, oui, oui. Exclu du parti il y a 2 ans pour les municipales, car il avait conduit la liste Altrad. Oui, derrière moi d'Altrad, mais j'étais juste derrière. Donc nous avons ici 2 hommes du Sérail. Ce qui vous lie, c'est que vous venez donc tous les deux du PS, vous avez dirigé successivement la campagne d'Altrad, puis celle de Vignal. Ah non, Vignal, puis Altrad, quand même, dans cet ordre-là. Et vous dans l'autre. Non, moi je n'ai jamais dirigé la campagne de Moine Altran, mais par contre Patrick Vignal vous avez été approché. Une relation amicale. C'est une relation amicale. Frédéric a fait un passage chez Altrad aussi. Ouais, j'étais approché. Oui, voilà, donc mais je suis très courtisé. Bon. Il faut vous y vous faire. Êtes tous les deux très courtisés en fait. Il faut vous y faire. C'est vrai que alors Frédéric Borges aujourd'hui il est clairement voilà, mais c'est vrai qu'on j'ai tendance parfois à recevoir des coups de fil de sollicitation qui sont parfois très amusants. Voilà, donc on va, avant de partir aux questions, la une du 980 de la Glorieuse, on revient sur l'histoire des Beaux-Arts, Léal Plaza, persona non grata, donc dans les ex-studios du Lunaré, nouveau cœur battant du quartier, un lancement toute opacité, et des mécontentements se profilent. Pourquoi en opacité? Pas du tout. Ensuite, on revient sur l'évolution du vote Macron, mais où est passé le vote de droite? On se pose la question depuis un petit moment. Hein. Ouais. Aux dernières municipales déjà. Non, c'est une mauvaise approche que tu as d'utiliser toujours cette catégorie gauche-droite. Ça permet pas de comprendre ce qui se passe. Là. Présidentielle, les maires pèsent-ils dans leur commune? Et on revient aussi sur notre maire préféré, Michael, ténor de la liberté et de la tolérance au Mali, et un théâtreux. Tandis qu'avec la Glorieuse, il nous fait la misère. C'est pas vraiment un démocrate en fait. Hein. Voilà, donc en préambule, là, je vais vous lire un petit texte, si vous voulez bien. Mais c'est studieux. C'est très préparé. Hein, oui, c'est préparé. Donc, sociologiquement, l'univers politique est un monde difficile d'accès. L'homme politique qui fait carrière est en quelque sorte homologué par ses pairs. Et à ce titre, ne doit pas trahir cette certification professionnelle par des actes contraires aux conventions en usage. Vous êtes d'accord avec ça? Une parole trop légère entraîne un rappel à la règle par les membres du corps qui interpellent le déviant. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je suis assez d'accord. Pour le coup, il y a un point commun entre Frédéric Bord et moi, c'est qu'on a souvent tendance à dire les choses un peu cash. Alors, la petite différence qui existe entre lui et moi, c'est que moi, j'en ai jamais fait profession. C'est pas d'ailleurs un reproche que je pourrais lui faire. Mais moi, j'en ai jamais fait profession. C'est-à-dire que comme j'ai jamais souhaité ni vivre de la politique, ni jusqu'à il y a assez peu de temps occuper des mandats ou des fonctions, c'était plus simple pour moi, je reconnais.
Par contre, lui et moi, on a eu à subir certainement cette vindicte de la bien-pensance. Alors pour le coup socialiste. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je dirais que quelque part, les alimentaires de la politique doivent répondre, je dirais, à la définition que tu as donnée en préambule, une définition de très Sciences Po. Mais dès qu'on veut faire de la politique de manière plus affirmée, il faut savoir transgresser. Et il faut savoir payer le prix de cette transgression. Donc moi, je l'ai fait à 2 reprises. La première fois, en m'engageant aux côtés de Georges Frêche dans un moment où Georges Frêche n'avait pas la réputation qu'il a aujourd'hui, dans un moment où il était beaucoup bousculé pour les écarts de langage, et ça lui était beaucoup reproché à Paris. Et puis, plus récemment, aujourd'hui, depuis maintenant de nombreux mois, auprès de Marine Le Pen, en m'engageant auprès du Rassemblement national. C'est un prix qui est assez lourd à payer quand on a des convictions fortes. La comparaison entre Marine Le Pen et Georges Frêche est ardue, mais bon. Non, ce sont deux. Vous savez d'où elle vient, ce petit préambule? C'est bourdieuien, non? Hein? C'est bourdieusien, un petit peu. Bourdieu, ouais. Non. Il vient du rapport que vous aviez fait sur Georges Frêche. Ah ben voilà. Tu vois. L'a-t-il écrit? Il s'en souvient pas. Non, mais c'est possible, c'est très bourdieusien. Et j'étais à ce moment-là, je dirais, intellectuellement assez marqué par toute cette école de pensée. Et c'est souvent le cas quand on est jeune, en fait. Après, on s'en guérit un peu. Alors, je vais poser quelques questions, si vous pouvez répondre rapidement. Voilà. Après le chien de Douglas, après Douglas, le chien de Pécresse, Nemo, le chien du président, le chat de Marine, pourquoi les animaux sont si importants dans la campagne? À vous. Ah, c'est intéressant. Je vais vous en rajouter un, qui pour moi est le marqueur de cette campagne électorale. Est-ce que vous connaissez la fable du petit chaperon rouge? Vous la connaissez? Non, en fait, je m'en souviens plus trop bien. Mais la fable du petit chaperon rouge, c'est le loup qui veut manger le petit chaperon rouge, et il a un peu de mal, il n'y arrive pas. Et donc, il propose une course au petit chaperon rouge, le premier qui arrive chez la grand-mère. Et donc, le loup arrive bien évidemment avant le petit chaperon rouge, il mange la grand-mère, et il se fait passer, il se met dans le lit, il se fait passer pour la grand-mère. Oui. Et donc, c'est exactement pour moi l'image de cette campagne, puisque Marine Le Pen a depuis des années, même et des mois, entrepris de se faire passer pour la grand-mère. Il n'en reste pas moins que c'est pour moi le loup, et je suis désolé que, en l'occurrence, ce soit mon voisin de gauche qui soit la grand-mère. Non, mais je vais te dire, Serge. Je termine. L'histoire finit bien. J'espère que ce sera quand même le cas encore aujourd'hui. Bah, l'histoire finit bien parce qu'il ne sert à rien de jouer sur les peurs des gens, si tu veux. On ne peut pas sauver la place de ceux qui sont en place aujourd'hui en activant cette espèce de mobilisation, tout sauf contre Marine Le Pen, tout sauf Marine Le Pen, tous contre les fascistes. Tout ça, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas la bonne clé de lecture de la situation. Nous parlons à quelques jours du deuxième tour. Il y aura un Français sur 2 qui choisira de toute façon Marine Le Pen ou quasiment. Ça veut dire un électeur. Un électeur sur 2, bien sûr. En espérant un citoyen sur 2 qui va choisir Marine Le Pen. On ne peut pas considérer que un Français sur 2 est un fasciste. Être un fasciste, c'est quoi? Parce que moi, je ne vais pas parler métaphore. Hein. Fasciste, c'est quoi? C'est refuser la République. Je ne vais pas poser une question sur les fascistes. Non, on dirait poser une question sur les animaux. C'est refuser la République. J'ai répondu avec les animaux. C'est refuser le Parlement. C'est activer la violence dans les rues. Est-ce que vous voyez parmi ces critères-là une attitude de Marine Le Pen depuis qu'elle a pris des responsabilités politiques sur ce sujet? Parle pas de... Non. Et même si vous n'en étiez pas convaincu vous-même, écoutez Michel Onfray qui l'a déclaré aujourd'hui. Hein. Je vous invite à le faire, parce que je pense qu'à force de prendre les gens pour des couillons, en les criminalisant par rapport à leur vote, on passe à côté d'une colère sociale légitime qui s'exprime dans le pays. Et on n'y apporte pas de solution. Donc je répète ma question, pourquoi les animaux, selon vous, sont si importants dans la campagne? Ça humanise les gens. Vous voyez, les hommes politiques, pour parler à la population, ils passent par les médias, comme les vôtres, et ils essayent de tenir des discours, mais ils ne touchent pas tout le monde, parce que tous les gens ne s'occupent pas de la politique de cette façon. Et donc,
de temps en temps, quand ils peuvent montrer aux gens qu'ils leur ressemblent, pour Marine, elle a une affection pour les chats comme beaucoup de Français, eh bien, c'est un moyen d'avoir une connexion. Bon, moi, j'adore les chevaux, Alors, par exemple. Tu vois, voilà, mais moi, expliquez-moi comment on en est arrivé là. En 2002, vous étiez la main dans la main contre Le Pen, et puis maintenant, c'est l'antagonisme. En 2017 aussi. En 2017 En 2017 aussi. Je rappelle que Frédéric Bord a été parmi, à Montpellier, les fondateurs de En Marche, si je me trompe pas. Non, moi j'ai jamais été soutenu par En Marche. Non, mais par contre, oui, mais en 2017, moi j'ai toujours été un soutien du président de la République actuelle. Non, moi j'ai toujours été favorable à ce que le système se réforme de l'intérieur, jusqu'à ce que je prenne acte du fait que ça ne se produirait pas. Et donc la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron avait un discours sur la révolution qu'il fallait opérer. Moi, je regardais ça, je dirais, plutôt positivement. J'ai dit, pourquoi pas, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et puis, au final, il ne s'est rien passé. Emmanuel Macron a montré qu'il était le fils de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et il incarne les élites dans leur expression, à mon avis, la pire, puisqu'il vend la France à la découpe quotidiennement. Et ça, c'est plus possible. Voilà. Et ça, quand on a été, comme moi, un peu engagé à gauche au début de sa vie, on a une sensibilité particulière pour les gens qui ne sont pas haut placés dans la société, eh bien, on considère qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus être cocus et payer la chambre. Et qu'il faut bien qu'un certain nombre de personnes payent le prix de dire qu'aujourd'hui, les élites nous trahissent. Je rebondis. Il y a un constat qu'on peut faire et que je partage sans aucun problème. C'est le fait que les élites politiques traditionnelles ont non seulement failli, c'est un constat, mais ont aussi été, pour moi, je pense, définitivement rejetées par les Français. On a vécu pendant des années, les années 90, les années 2000, où il y avait cette espèce de contestation forte de l'appareil politique installé, dans lequel Frédéric Bord prenait sa part d'ailleurs, mais dans tact. Et les Français avaient ce rejet, mais ne trouvaient pas le levier. Les seuls leviers qui étaient alors à leur disposition, c'était le vote contestataire du Front National, qui avait une autre image à ce moment-là, dont les dirigeants donnaient une autre image, mais il n'y avait pas beaucoup de leviers. La réalité des 5 ans que nous venons de vivre, à partir de 2017, et on va clore c'est la fin, pour moi définitive, des partis traditionnels. Et donc, il n'y a plus, aujourd'hui, que des votes extrêmes. Et aujourd'hui, nous avons 3 candidats qui sont dans leur posture extrême. Nous avons Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui lui aussi, à cet égard, a une posture extrême et radicale. Je rappelle que Emmanuel Macron, en 2017, avait fondé, en tout cas motivé son engagement, par la volonté de briser ce fonctionnement très élitiste dont on parle. Alors, moi je suis très surpris parce qu'après 5 ans, nous avons, Frédéric Bord et moi, exactement l'analyse inverse. C'est-à-dire que, alors que j'étais, il y a 5 ans, j'entendais le discours d'Emmanuel Macron, mais j'étais relativement sceptique, il y a 5 ans. Aujourd'hui, je considère à l'inverse, et les derniers jours me le démontrent. Je suis convaincu à l'inverse qu'il y a chez lui cette profonde volonté de réforme et de révolution démocratique. Non, mais il porte... Mais attendez, on n'est pas d'accord là-dessus. Non, mais le fait qu'il porte... Mais pourquoi l'a-t-il pas fait pendant son premier quinquennat ? Cette réforme démocratique qu'il avait promis en 2017. Pourquoi ? Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait pendant son premier quinquennat ? Il a servi les intérêts du groupe sociaux qu'il représente. Il représente aujourd'hui des groupes sociaux qui sont clairement identifiés dans son électorat, c'est-à-dire la France d'en haut.
Voilà. Non, Mais si, non, non, non. il mène une politique Non. qui sert les intérêts de la France d'en On ne haut. peut pas dire ça Une d'un France- candidat qui a fait près de 25% des Eh, ben, écoute, 25% des votes. Non, non, non. manifestement, si tu veux. On ne peut pas caricaturer ce débat entre, Bien sûr que si. avec un débat France d'en haut, France d'en bas. Mais- Pourquoi mais ne c'est l'a-t-il pas totalement fait? ça. Moi, je pense qu'on a... Non, mais c'est totalement ça. Juste, Tu je pense... te leurres si tu penses le contraire. Si tu penses le contraire, c'est que tu te leurres, c'est que tu ne vois pas quel est, au fond, le positionnement politique du président dans ce quinquennat. Le président politique du président dans ce quinquennat, c'est un positionnement qui consiste systématiquement à favoriser l'intérêt de ceux qui sont gagnants dans la mondialisation d'aujourd'hui. Les 2 années et que nous ne avons pas vécues... se désintéresser. Non, non. Mais écoute, Les 2 regarde. années de Covid qu'on a vécues Le tournant, ont démontré le contraire. Non, mais le tournant vert qu'il a opéré il y a quelques jours montre bien qu'il a laissé complètement de côté la question sociale. Voilà. Il organise dans l'entre-deux-tours une espèce de prise de position pour montrer qu'il est suffisamment meuble pour agréger plus d'électeurs au second tour qu'au premier. Il choisit de se colorer en vert et d'abandonner complètement la question sociale. Et moi, si tu veux, c'est quelque chose que moi je trouve profondément dangereux pour la société. Parce qu'on a vu que ce gouvernement Macron était susceptible de vaciller. On l'a vu au moment des Gilets jaunes. Monsieur Martin, qu'est-ce qui a profondément changé depuis 2017? Alors d'abord, Vous dites qu'il y a quelque chose qui a changé. tout à fait. Chacun reconnaîtra que dans les 5 années que nous venons de passer, il y a eu quand même une bonne moitié du quinquennat qui a été occupée par des crises Non, qui, mais- pour moi, Mais ça ne voilà, justifie enfin, pas oui. tout. C'est tout à fait. On se retrouve avec Chacun 600, a eu des crises. hein. 600 Tout à fait, milliards de tout à fait. dettes, etc., Tout à dont fait. la Chambre régionale des comptes, la Cour régionale des comptes indique que la dette Covid est mineure Tout à sur fait. cette opération. Donc bon, tu vois Moi, bien ce que je veux dire simplement, c'est que là, on est en passe, je l'espère, de réélire pour un second mandat un président dont l'ADN, tel qu'il avait affirmé, était la volonté de transformation. c'est plutôt un caméléon Et, auquel nous avons affaire. non mais- et ce président, dans 5 ans, ne pourra pas se représenter. Quand on regarde l'histoire récente de la République, moi je pense que, et je pense d'ailleurs que les 2 candidats sont d'accord là-dessus, je pense qu'un des points qui a profondément altéré notre fonctionnement démocratique, c'est le quinquennat. D'une manière simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un régime tel qu'il est aujourd'hui avec un président et un Premier ministre, l'idée même de ramener le mandat du président de la République à 5 ans pose un problème d'équilibre démocratique. Et d'ailleurs de respect du Parlement. Mais on va se retrouver, et donc on a un président qui, de manière systématique, n'a en tête, pour tous les prédécesseurs qu'on a connus, sa réélection. Et moi je pense vraiment que c'est là un point de neutralisation de l'action politique. En gros, Ouais, le problème, c'est pas tout à on fait va ça, avoir, Serge. on Non, va mais avoir Serge. un président qui n'aura pas, à l'échéance de 5 ans, d'enjeux personnels. Non, mais le problème, c'est pas tout à fait ça. Le problème, C'est que, ça par qui a exemple- changé. Non, C'est mais ça qui a Macron- changé. Macron, Profondément. Non, mais non, non. Mais le- qu'est-ce qui a changé d'autre? Parce que bon, Non, attends. Le problème, par exemple, sur les questions institutionnelles que tu abordes, c'est que Macron avait proposé de mettre en place la proportionnelle. Est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait pendant ces 5 ans? Il ne l'a pas fait. Mais chacun sait Oui, que non, mais d'accord, les mais réformes, chacun sait que les réformes D'accord, il constitutionnelles avait pris un engagement sur le qu'il a sujet. tenté, C'est un engagement qu'il n'a pas tenu. D'accord? Il avait pris la position Parce que le Sénat l'a de bloqué, créer tout le une monde le banque sait. de la démocratie de façon à ce que les partis politiques puissent se financer plus facilement. Est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Donc chaque fois que il faut dire quelque chose pour attirer à lui des électeurs, il le fait. Mais quand il faut établir un certain nombre de choses pour faire respirer notre démocratie, et en effet aller vers un peu plus de proportionnel au Parlement, ce serait quand même la moindre des choses pour avoir un Parlement moins godillot, eh bien il ne l'a pas fait. chacun Donc, sait que c'est le Sénat qui a aujourd'hui, bloqué cette réforme. On a un problème de parole présidentielle sur ces questions. Mais il a d'autres moyens de révision constitutionnelle, et notamment le L'article référendum. 11, évidemment. Le référendum, bien sûr. J'ai une question. Donc, Il n'a on pas va- voulu le faire. Quel est le principal reproche que vous faites à votre adversaire?
Ah bah moi, le reproche que je fais à Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir respecté les Français en faisant campagne correctement. Il a joué à l'écarté avec cette campagne présidentielle, il n'a pas voulu se confronter à l'analyse de son bilan. Résultat, il fait une campagne de 15 jours dans laquelle il est d'une agressivité phénoménale et dans lequel il cherche à s'abriter derrière ce fameux petit théâtre antifasciste qu'il monte avec l'appui de pas mal de médias dans les quelques jours qui précèdent le second tour. Je trouve ça désolant. Alors, moi, il y a une chose qui me gêne profondément. C'est cette façon qu'a eu et qu'a Marine Le Pen de masquer ses véritables intentions avec des faux semblants. Regardez, on le voit déjà avec le voile actuellement, où on ne sait pas trop, en fait, c'est plus une priorité, mais on le fera, mais on ne sait pas. C'est très bien, je peux te préciser La question, les choses tout de suite. Juste, si non, mais je peux terminer. Je te les précise tout de suite, comme ça, ça sera clair pour toi. Donc je vais te dire... Non, mais je te les précise. Nous sommes favorables à l'interdiction du voile dans l'espace public. Et pour ça, nous voulons adopter une loi de façon à ce que, comme tu le sais, souvent, dans la République et en démocratie, la loi protège et la liberté opprime. De façon à ce que la règle soit la même pour tout le monde. Après, entre le moment où on veut engager cette loi et le moment où elle sera appliquée, et les déterminants qui vont permettre son application, eh bien sûr, c'est un objectif qui sera mené avec le temps nécessaire pour que personne ne soit choqué dans son quotidien. Je vais terminer. Donc c'est assez clair. Hein. On parle de l'Europe. Le Rassemblement national a retiré la sortie de la France de l'Union européenne de son programme, mais par contre, il a laissé un certain nombre de mesures qui entraîneraient de fait la sortie de la France. Sortir du Conseil européen des droits de l'homme, arrêter ou couper la contribution unilatéralement de la France au budget européen, voilà, toute une série de mesures. Non mais juste, je vais essayer de terminer. Tu défends Emmanuel Macron, qui est celui qui a fait exploser le critère des fameux 3% du déficit du PIB, etc. Tu vois bien que c'était une mesure qui était considérée comme étant susceptible d'entraîner une rupture de l'Union européenne. Effectivement, Emmanuel Macron a été le premier à réussir donc, conclusion, dans l'Union européenne, ce que la France réclamait depuis des dizaines d'années. Tirer une conclusion simple de cela, on peut, au sein de l'Union européenne, rediscuter d'un certain nombre de choses, en établir de nouvelles. Avec l'accord de tout le monde. Bien sûr, mais on n'est pas obligé d'épouser le modèle allemand en permanence. Tout à fait. Et ce que Emmanuel Macron a réussi à faire, et ça a été le premier, et c'est vrai que, très sincèrement, sur ce point-là précis, c'est-à-dire quand il a obtenu de l'Allemagne, dirigée par Angela Merkel, et de l'Union européenne, ce changement profond dans le fonctionnement de l'Union, l'emprunt commun, etc., c'est vraiment ce point-là qui, moi, m'a fait évoluer sur le personnage. Et je vais terminer juste sur les mesures sociales. C'est-à-dire qu'on a habillé le programme du Rassemblement national, on l'a teinté socialement. Tout le monde sait que Marine Le Pen, à un moment donné, a dit « c'est le pouvoir d'achat qui fera la campagne électorale ». Ce que je constate, moi, dans les mesures, parce que pour le coup, c'est plus ma spécialité et mon expertise, c'est que toutes les mesures qui sont proposées sont apparemment des mesures en faveur du pouvoir d'achat et des plus démunis, sont a priori des mesures qui peuvent sembler séduisantes, mais qui sont des mesures à très court terme, qui entraîneront à moyen et long terme des effets économiques assez dramatiques. Bon, on dépasse le temps. Donc on va faire question-réponse. Très bien. Pour terminer. Voilà. Je vais commencer par M. Bord. En 2017, M. Macron a fait exploser la gauche. En 2022, il fait exploser la droite. Est-ce que Macron, s'il est réélu, il peut faire exploser le Rassemblement national ? Non, au contraire. Emmanuel Macron représente un bloc élitaire. En face de lui, il y a un bloc populaire qui se constitue. Et le leader de ce bloc populaire, c'est Marine Le Pen aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait du pouvoir d'achat son cheval de bataille principal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est perçue comme étant celle qui peut améliorer la situation, le quotidien des Français. Parce qu'elle s'intéresse à la fin du mois. C'est quand même une vision très curieuse du peuple
que de considérer que les électeurs de Marine Le Pen sont le peuple. C'est un lapsus magnifique. Incroyable. J'espère que vous allez garder. Tu vois que même toi, tu as intégré le fait que Marine défendait le peuple. Et Mélenchon, l'Union populaire. Non mais, au nom de quoi les 21% de Marine Le Pen seraient le peuple et les 25% de Emmanuel Macron ne le seraient pas, et pourquoi pas les 20% de Jean-Luc Mélenchon. C'est très curieux. C'est très curieux quand même. Mais parce que tu sais bien quels sont les électeurs d'Emmanuel Donc, Macron ça veut dire... aujourd'hui. Tu sais bien quels sont les électeurs d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et donc, il y a certains électeurs ne sont pas le peuple. Non, la plupart des retraités, la plupart des gens qui vivent dans les métropoles avec des niveaux de vie qui sont supérieurs. C'est pas le peuple. C'est une partie du peuple. Merci. Mais c'est pas le peuple qui souffre. Voilà, c'est pas la France d'en bas, c'est pas la France qui se lève tôt pour aller travailler. Tu vois, c'est cette France. Je ne sais pas si on peut considérer que les retraités sont parmi les plus favorisés et font partie de l'élite dans leur ensemble, hein, de l'élite. Macron est un président pour les riches et tu le sais bien, c'est ça son problème d'ailleurs. On va pas vous réconcilier sur le peuple, je pense. Mais c'est surtout absurde de dire que le peuple, c'est l'électorat de Marine Le Pen. Ça, c'est. Tu le verras dimanche. Est-ce que les législatives vous intéressent l'un et l'autre? Par principe. Les législatives, toutes les élections m'intéressent. Moi, je suis un candidat, passionné. Vous pourriez être candidat? Alors, j'ai bien vu que même avant le premier tour, mais depuis le premier tour, ça hurle un peu. J'ai bien vu que beaucoup sont, ça y est, dans une forme de frénésie. Hein, je ne vais pas dire d'hystérie, mais de frénésie. Et moi, je trouve ça à la fois préoccupant et dangereux. Je m'explique. C'est dangereux parce que enjamber une élection, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour la démocratie. On est aujourd'hui en train de débattre pour le second tour d'une élection présidentielle, pour le choix du candidat, du président, du candidat qui serait élu président de la République, que d'autres qui sont censés mener ces combats se préoccupent plus, encore une fois, de leur poste, des copains. Non, mais on ne parle pas de ça. Est-ce que vous aimeriez être candidat l'un contre l'autre? L'un contre l'autre? Oui. Mais on s'apprécie trop. Il y aurait une forme de... Moi, tant qu'à avoir un candidat, je préférerais un candidat, un loup, pas une grand-mère. non, mais... Il y a qui comme loup ici sur la circo? Il faut lui demander, parce qu'il les connaît bien mieux que moi. Mais écoute, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et souvent chez Macron... il me semble qu'il y a pas mal de loups. Mais si tu veux, pour les législatives, pour te répondre, nous en tout cas au Rassemblement National, bien sûr qu'on s'y prépare, on aura des candidats dans toutes les circonscriptions, on attendra que les urnes aient parlé dimanche prochain pour ajuster un petit peu nos investitures. Il y a de fortes chances que je me retrouve mobilisé sur la question, il y a de fortes chances que sur Montpellier, on ait des figures féminines qui apparaissent, mais je dirais, voilà, step by step, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'on sait qu'on a une élection qui est matricielle, c'est l'élection présidentielle. Nous, on se bat tous les jours pour faire en sorte que le score de Marine Le Pen soit le meilleur possible. Et après, derrière... Parce que vous étiez candidat sur la première circo il y a quelques années. Personnellement. Hein? À titre personnel. Ouais, à titre personnel. Voilà. Donc, vous étiez face à France Jamais. Face à Patricia Miralles, surtout. Est-ce que vous allez prendre sa place aujourd'hui? Je pense pas. Je pense pas, parce que France risque aussi d'être candidate aux législatives. On verra, tout ça est en cours de décision. Mais non, vous verrez, il y aura des surprises un peu intéressantes, etc. Il y a quelque chose de sympa. Il y aura quelque chose de sympa à faire. Moi, je ne gère aucune investiture. Hein. On va terminer. Mais il attend la sienne. Donc il y a un message qui est envoyé. Je le dis, Serge Martin ferait un bon candidat pour Emmanuel Macron, que le Rassemblement National face à lui sera heureux de battre. Ah ben alors me voilà couronné par le Rassemblement National. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'aiderait. On va terminer avec... Je suis désolé. Non. On va terminer avec une question directe et une réponse simple de chacun. Selon vous, quelle est la première cause du dérèglement climatique? Marine Le Pen. Ça m'étonne pas qu'il dise ce genre de choses. Et vous? Écoute-moi, pour moi... Non, sérieusement, la première cause du dérèglement climatique. Oui. Déjà,
une des formes de mondialisation que l'on connaît, bien évidemment. Et puis notre mode de vie, il faut chacun en prendre sa part. Mais on a un mode de vie, qui est très consommateur d'énergie fossile, et certainement qu'il faudra avoir une autre grande réflexion. J'ai écouté, j'ai écouté le discours du président samedi. J'étais d'ailleurs à Marseille, et il a tracé des perspectives qui sont pour moi celles qu'il faut engager. Moi, je vais vous Et dire, vous, monsieur Bord? moi, je ne suis pas favorable à la culpabilisation des Français sur l'écologie en permanence. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, sur ces questions-là, il faut avoir un regard monde et avoir confiance dans la science. Ce qui se passera en Chine, ce qui se passera en Inde sera sans doute plus décisif dans les années qui viennent que ce qui se passera en France. Mais j'en ai un peu assez de cette écologie punitive qu'on nous assène en permanence, assez qu'on empêche les voitures de pénétrer à Montpellier, assez qu'on criminalise celui qui roule avec un diesel, et c'est un viticulteur bio qui vous le dit. Enfin, entre être contre l'écologie punitive et attendre de voir ce qui va se passer en Chine et aux États-Unis, il y a peut-être entre les deux un curseur qu'on peut... Bien évidemment. Mais enlever les éoliennes et arrêter les énergies renouvelables, c'est pas forcément... Je rappelle la question, vous avez pas... Une réponse. Une réponse. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est... Quelle est la principale cause du dérèglement le système climatique? mondialisé Non, mais le système Vous mondialisé... n'avez pas répondu. La principale... Moi, je pense que le système mondialisé que nous connaissons, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous commandez un poulet au Vous êtes restaurant... d'accord, alors? Mais non, mais le problème, la différence, c'est que Emmanuel Macron a signé, par exemple, tous les accords de libre-échange. Quand vous commandez un poulet au restaurant... Pas de Mercosur, il l'a bloqué. Quand vous commandez un poulet au restaurant, vous avez une chance sur 3 que ce poulet soit brésilien. Quand vous commencez du bœuf au restaurant, vous avez une chance sur 3 que ce bœuf soit argentin. Vous croyez que ça, c'est un fonctionnement qui permet écologiquement de rendre soutenable le développement qu'il veut? Eh bien, moi, je ne le crois pas. Et si on veut stopper ce genre de modèle économique qui dérive à n'en plus finir, eh bien, il n'y a qu'un vote. C'est celui de Marine Le Pen dans quelques jours. Je rappelle que depuis 5 ans, il n'y a eu qu'un accord de libre-échange qui a été présenté et Emmanuel Macron l'a fait bloquer. Très bien. Je vous remercie, messieurs, C'était un plaisir. pour ce débat. Merci.